Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais parler du Fujifilm X100 Mark VI, mais qu'en partie. Pourquoi qu'en partie? Parce que des vidéos sur les sensations, ce qu'on en pense, que c'est beau, la prise en main et tout ça, il y en a énormément, mais je pense qu'il y a une vidéo urgente à faire. C'est la qualité optique. Parce que certaines personnes doutent ou hésitent entre un autre Fujifilm avec un objectif interchangeable ou un Leica Q2 ou Q3 ou d'autres options. Donc je pense que l'important c'est de montrer si la qualité avec ce capteur et cet objectif est au rendez-vous. Voilà, je pense que c'est indispensable pour beaucoup et plus urgent que des sensations, parce que les sensations, ils s'en rendent compte ou ils connaissent déjà l'appareil sur des versions antérieures, disons précédentes, donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais tu verras, j'expliquerai en détail comment ça marche. 3 points importants cependant. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu voulais t'inscrire par le système de CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas que si tu veux te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Et le troisième point, justement, le CPF, la loi a changé il y a très longtemps, elle n'était pas appliquée, mais enfin, elle va être appliquée. Sans doute courant mars ou avril, mais ça va tomber très bientôt. Donc, sauf les demandeurs d'emploi, tous les autres, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle autre formation, devront payer 10% de leur poche. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi au plus vite avant que la loi soit appliquée. Mais je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le mieux c'est de les appeler, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors c'est vrai, il y a un ras-le-bol de beaucoup de voir autant de vidéos sur cet appareil, surtout que beaucoup de gens n'ont pas eu l'appareil en main. Alors moi, à l'introduction, j'avais l'appareil en main de manière à distance grâce à Digitphoto. Mais là, j'ai mon appareil, personne ne m'en a fait cadeau, c'est moi qui l'ai acheté, il n'est pas prêté par Fuji, il n'est pas donné par personne, okay, ni prêté par personne, il est à moi. Okay, donc je vais en parler. Je vais me concentrer sur la qualité optique sur cette vidéo parce que je pense que c'est urgent. Alors, j'ai fait une vidéo l'autre jour, je laisse le lien ici, sur la mire, la cible que j'utilise pour tester les appareils. J'ai d'abord fait des tests avec cette mire, mais j'ai décidé d'aller chez un copain qui a une autre mire plus ancienne. Mais pourquoi ce choix? Simplement parce qu'il a aussi fait des tests avec le X100 Mark V. Donc, je voulais avoir la même cible pour qu'on puisse vraiment comparer, voir si la combinaison capteur optique tenait toujours la route malgré cette poussée de mégapixels sur cet appareil. Alors, pour avoir les résultats les plus justes possibles, j'avais enlevé le filtre optionnel. Ok, normalement, ça ne devrait pas déranger, affecter tout ça, mais je l'avais enlevé, ça me semblait le plus juste pour avoir la réalité de l'objectif. L'appareil est sur trépied, il y a un retardateur de 10 secondes qui est mis et j'avais désactivé le stabilisateur alors que moi j'ai configuré qu'il marche que qu'au moment que si on bouge l'appareil, mais enfin bon, while shooting ça s'appelle un truc comme ça. Enfin bon, j'ai désactivé tout ça pour avoir le résultat le plus fidèle, disons, à la réalité de l'objectif. Donc, je vais te montrer ça, les coins, le centre, différents trucs. Voilà, on va regarder ça et on se retrouve juste après pour parler d'autres choses en plus. Mais voilà, je pense que ça va te donner une bonne idée de la qualité ou non de l'optique. Voyons ça. Alors, j'utilise cette vieille mire, puisqu'en fait, c'est celle d'un copain. Je suis allé chez lui parce qu'on avait fait les essais sur cette mire avec le X100 Mark V, ce qui nous permet de pouvoir comparer exactement pas. Okay, donc là, c'est f2, 100%. On voit que ça résout sans problème les 100 lignes. On voit les détails des lignes à f2 hein, au centre. Sur les bords, alors la mire, elle est un peu ancienne, c'est pour ça qu'elle est un peu délavée, mais ça n'a pas d'importance. On voit quand même les lignes parfaitement. On voit que ça arrive jusque-là. Alors moi, sur ma mire, qui permet d'aller jusqu'à 160 lignes, j'arrivais à ce truc comme 150 et quelques, donc c'était vraiment incroyable déjà. Mais là, on a F2, donc on voit F2, c'est déjà, les résultats sont déjà époustouflants en fait. Hein. C'est vrai, c'est un peu plus net
au centre qu'au bord, mais on passe déjà les 100 lignes. En fait, là, sur cela, on ne se rend pas compte que c'est plus net au centre que sur les bords, mais 100 lignes, c'est considéré déjà comme un objectif superlatif. Et en fait, sur la mienne qui permet jusqu'à 160, on voit qu'il y en a un petit peu moins sur les bords que sur le centre. Mais sinon, à l'œil nu, une cible normale, on ne voit pas, quoi. Voilà. On va aller sur 5.6 pour comparer, donc mi-chemin. Voilà, le centre. Alors là, on voit encore plus de netteté, plus de contraste. Si on va sur les coins, bah, c'est nickel aussi, hein, pareil, hein, c'est de la folie, quoi, hein. Je descends en bas, l'autre coin à droite, le centre à gauche, tu vois, c'est de la folie, hein. Le coin supérieur droit, c'est impressionnant. On va aller à F11. Alors voilà, F11. Là, sur le centre, c'est nickel aussi, hein. Là, sur les coins, on voit il y a sans doute un petit chouïa de diffraction qui commence à rentrer, hein, parce qu'on voit, on arrive quand même qu'à 44 lignes bien nettes, hein, quand même, hein. 44, c'est comme 88 lignes, 44 ici, donc il faut multiplier par 2, ça fait 48 lignes, 88 lignes, c'est énorme, une qualité énorme. Donc jusqu'à F11, alors F11, on commence à avoir un petit peu de diffraction, ok, mais c'est pas grand-chose. Et à F16, on va aller au centre. Alors là, on voit qu'on a perdu un peu, ce qui reste un excellent objectif, hein. Mais si on cherche la qualité maximum, à F16, là, on voit que dans les coins, là, on est redescendu vers les 40 et quelques. Donc là, F16, c'est pas vraiment le diaphragme recommandé pour la qualité maximum. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'à F2, on est déjà cette qualité aussi bien au centre qu'au bord. C'est une qualité superlative. Moi, comme objectif, j'ai un Hasselblad 45, donc équivalent 35 mm, qui à peu près ses résultats. Mais il y a très peu de marques qui ont des objectifs avec cette qualité, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Voilà. Alors, normalement, on regarde à 100%, mais pour que tu vois un petit peu l'effet, je vais faire à 200%. Je vais faire 200%, voilà, à 200%, pour que tu vois la qualité. Ça, c'est à F2, hein, c'est impressionnant, hein. Regarde ça un peu euh, quand ça charge, voilà. Regarde le nombre de lignes, c'est vraiment bluffant, quoi. C'est vraiment incroyable. Et normalement, oui, on regarde à 100%. Là, je peux même à 400% parce que tu étais sage. Allez, 400%. Regarde les détails. C'est de la folie, quoi. Et on parle de F2. Si je regarde, on va faire la même chose euh, à 5,6. Là, on est à 400%. Regarde le détail. C'est carrément incroyable, quoi. Ça charge. C'est carrément incroyable. C'est de la folie, quoi. Alors, pour comparer, là, j'ai le X100V, donc Mark V. On va jeter un coup d'œil à F2 et on voit que la qualité était déjà pardon, était déjà extraordinaire, hein, c'était exactement la même. Alors, le contraste est peut-être un petit peu différent, mais il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être, c'était pas le même jour, c'était pas, la lumière était peut-être pas la même et tout ça. Mais on voit qu'il y avait vraiment déjà des résultats. Donc on voit bien que non seulement les résultats étaient déjà extraordinaires, mais que aussi cette optique n'a aucun problème à supporter les 40,2 millions de pixels du Mark VI. Cette optique était déjà excellente sur le Mark V, faire jusqu'à 300% là, par exemple, pour voir, c'était déjà excellent. Et là, on voit que cette optique n'a vraiment aucun problème avec les 40 millions de pixels. Donc ça, c'est une super nouvelle pour ceux qui étaient un petit peu inquiets là-dessus. Voilà. Oui, cet appareil permet d'avoir un zoom numérique, donc d'avoir l'équivalent de 50 000 et de 50 mm ou 70 mm. Et la grosse question, comment ça va se passer? Donc, quand on est en JPEG, il va faire la recoupe, mais par contre, en RAW, il ne veut pas faire la recoupe. Donc, moi, je vais faire un crop pour qu'on puisse voir l'effet. Voilà. Donc là, je vais passer à 100%. Et là, on a F2, donc l'équivalent 50 mm. Et on voit, alors que ça charge, on voit que les coins à F2
sont vraiment pas mal, hein. Ça fait 40 lignes sur 5 cm, donc ça fait 80 lignes au 10. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, hein. Le centre est nickel. Les bords pas mal. Ok, alors ça c'est à f2, hein. On va regarder à 5-6 par exemple. Donc on y va. Le centre est spectaculaire. Les bords vraiment pas mal. Bon, c'est peut-être un petit peu moins que le natif quand même, hein, que l'équivalent 35 mm natif, mais ça reste incroyable. Maintenant, on va passer sur l'équivalent de 70 mm. Donc pareil, je vais faire le crop. Ok, on y va sur f2, on regarde. Ah, ça reste quand même pas mal, hein. Là, on va regarder le coin à f2, on perd un peu quand même, hein. Ok, mais voilà, on voit qu'on perd un peu, quoi. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas de remise au point, il n'y a pas un ajout de netteté, hein. Si on faisait un petit ajout de netteté, ça sera encore meilleur, il n'y a pas vraiment de problème. Là, on refait sur le 5.6, on fait l'essai, voir. Ok, donc c'est vraiment, là on voit quand même, hein, c'est quand même assez impressionnant, hein. Je vais mettre à 200% pour qu'on voit là. C'est quand même incroyable, hein. Donc, c'est l'équivalent de 70. Donc, on peut dire franchement que cet appareil, là, on voit que ça cafouille un petit peu au centre, mais bon, au centre sur le coin. Mais bon, quand on y pense, on a vraiment en main l'équivalent d'un 35-70 f2, équivalent full frame. Alors, évidemment, moi, je pense qu'il faudrait l'utiliser surtout à 35 et à 50, mais à 70, donc 70 mm, équivalent, faut pas hésiter à faire la photo, puisque si jamais on voit un petit manque de netteté, il n'y aura vraiment aucun problème à rajouter une netteté en post-production. Donc c'est vraiment un objectif qui est vraiment dans l'excellence. C'est vraiment impressionnant. Alors au fait, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digiphoto, ben, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Alors, un truc important, j'ai utilisé Iridiant pour te montrer les essais. Pourquoi? Parce que ça ne met pas de profil, ça ne fait pas de correction ni rien. Donc, c'est du brut de brut, voilà. Deuxième point, j'ai fait les photos en RAW et en JPEG. Alors, évidemment, ce que je t'ai montré, c'était du RAW, mais je voulais faire en JPEG pour un petit peu ce que fait Fuji. Et j'ai remarqué que Fuji, il y a encore un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de contraste. Souvent, c'est assez lié. Mais c'est normal sur JPEG, parce que c'est le service final. Donc voilà, donc j'ai fait ce que tu as vu, c'est du RAW et la qualité est vraiment extraordinaire. Premier truc que je peux observer, c'est que depuis F2, la qualité est vraiment incroyable. Autre chose, on voit qu'il n'y a pas de différence de qualité, il n'y a pas de perte de qualité avec son prédécesseur, le X100 Mark V, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est un gros avantage qu'il y a maintenant 40 millions de pixels, puisqu'il y a aussi donc le zoom numérique qui fait 50 et 70 mm. Donc sur le Mark V 70, ça reste un peu court, tandis que là, c'est complètement utilisable. Donc je pense que c'est une très très bonne chose qu'il soit passé à 40 millions de pixels, parce que ça donne plus de détails, plus de choses, c'est vraiment superbe. Autre chose que là je ne montre pas dans la vidéo, mais c'est le fait qu'il y a un stabilisateur. Je peux dire que mes premiers essais te garantissent que l'utilisation d'un stabilisateur est extrêmement bien venue pour plein de types de photos. Donc pour moi, c'est vraiment un gros plus. Sur ma carte d'ajustement, ma mire, on peut monter jusqu'à 160 lignes. Et là, on y arrivait pratiquement au maximum quand j'essaie sur ma mire. Sur celle du copain, lui, il est varié jusqu'à 100 lignes par 10 cm. Donc, c'est vraiment de l'excellence, mais en fait, ce que tu as vu dans la réalité, c'est encore meilleur que ce que tu as vu si je prends l'autre mire. Mais enfin, quand je voulais comparer avec le X100 Mark V, on a pris celle-ci. Donc, sur les bords, on voit d'ailleurs c'est pareil. Par contre, sur la mienne, on se rend compte que le centre est encore supérieur à ce qu'on voit sur ce test que tu as vu aujourd'hui. Donc, il y a une petite différence avec les bords, mais les bords sont déjà en superlatif. Donc, c'est vraiment un truc impressionnant. Vraiment une combinaison, je suis surpris. La qualité optique est top. Voilà. Alors, si on rajoute l'histoire d'autres trucs optiques, la diffraction, on a vu à partir de F11, un truc comme ça, j'ai pas vu d'aberration chromatique.
Autre chose, du vignettage. Alors sur ma cible, j'avais un petit peu de vignettage, mais en fait je me suis rendu compte après que c'était l'exposition, la manière d'éclairer la cible. Sur celle du copain, il n'y avait vraiment aucun problème. Et si on regarde la diffraction, ben, à peu près à partir de f11, c'est là que ça commence à rentrer. f16, ça se complique. Mais c'est pas un drame non plus, hein. Mais voilà, donc ça donne vraiment l'idée de la qualité optique de cet appareil. Et le flair, ben, j'ai pas vu de flair non plus quand j'ai fait des essais au soleil. Alors, si on parle de distorsion, eh bien, il n'y a pas de distorsion. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Voilà. Alors, bon, là, j'ai parlé de cet objectif en comparaison avec lui-même ou avec son prédécesseur. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Alors, j'ai d'autres 23 mm que je pourrais essayer, mais je parle de haut de gamme dans ce cas-là. Donc, je n'ai pas forcément des hauts de gamme à portée de main. Mais si on regarde chez le propre Fujifilm, puisque certains se disent, mais pourquoi pas prendre un autre appareil Fujifilm avec le 25 mm f2, qui est un excellent objectif, mais à mon avis, j'espère le montrer bientôt à côté de celui-là. Je l'ai essayé, mais j'aimerais bien le montrer à côté de celui-là, faire les tests ensemble. Je pense qu'il n'arrive pas à ce niveau-là. Est-ce que les yeux du commun des mortels vont se rendre compte sur une photo? Pas forcément, ok? Mais celui-là est quand même supérieur à mon avis. Peut-être le 23 mm 1.4, c'est possible, mais à quel bout? Parce que normalement, de 1.4 à f16, bah, la qualité n'est pas la même qu'un qui démarre à f2. Donc, faudrait voir. Après, si on parle du Leica Q3 ou Q2 dont beaucoup raffolent ou ont envie, je te garantis, mais je peux te garantir que l'objectif de ce X100 Mark VI est très supérieur à l'objectif du Leica Q3, qui lui a de la distorsion, qui lui a un manque de netteté sur les bords jusqu'à 5.6, même à f8 pratiquement. Sérieux, il y a peu de gens qui le disent. Beaucoup de gens sont complètement aveuglés par le mot Leica, mais aussi souvent ils ne s'en rendent pas compte et c'est pas de leur faute parce que ça vient de la manière d'utiliser l'appareil photo. On va en parler dans les conclusions, d'accord? Mais si on parle de l'optique pure, l'optique montée sur les Leica Q depuis le début et qui sont encore sur les Leica Q3 sont très en retrait par rapport à celui-ci. Je ne te parle pas de la construction de l'appareil, je ne te parle pas de la prise en main, je ne te parle pas des menus, je te parle de la qualité optique. Point barre. Ni même la qualité d'image, qui pourrait être la manière, les couleurs, tout ce que tu veux. Je te parle de la qualité optique. Ok? Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun doute, celui-là est supérieur. Je connais le Leica Q3 et Q2. Le Q2, j'avais fait un monochrome, j'avais fait une présentation. Le Q3, je l'ai eu en main, j'ai fait des tests, mais je ne peux pas les présenter puisque j'avais pas fait au même endroit que le X100V, donc je n'avais pas la même cible pour pouvoir prouver. Et d'autres m'auraient surtout dit, ouais, mais tu ne peux pas comparer 60 millions de pixels avec 25 millions de pixels. Alors j'ai dit, laisse tomber Eric, mais j'espère bien avoir bientôt un Leica Q3 pour l'essayer à côté de celui-là et le montrer. De la même manière que le Fujifilm 23 mm f2, le mettre à côté de celui-ci et le montrer pour voir les résultats. Voilà. Mais cet objectif est de très très loin du très haut de gamme. Si on regarde l'analyse de Ken Rockwell, lui, il le compare au Leica 35 mm Apo Summicron pour Leica M, qui est considéré le meilleur objectif de Leica. Voilà, t'en dis long. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, Eric, où est la photo là-dedans? Où sont les émotions? Où est l'histoire? Où est ceci? Où est cela? Où est ce manque de qualité qui fait qu'une photo est unique? Et bla, bla, bla. Et tu as complètement raison. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça dans la photo. Pourquoi il est aussi important d'avoir une information technique? Alors, si c'est un appareil photo où tu peux changer l'objectif, ce n'est pas vraiment un problème. Parce que peut-être tu as trouvé un objectif qui a une meilleure qualité pour ce que tu veux faire et c'est bon. Mais quand c'est un appareil photo avec un objectif fixe, il est indispensable d'avoir l'information dans les deux sens. Imagine que toi, tu ne veux pas des choses qui soient trop nettes, trop piquées, trop à couper au rasoir, comme on dit, vraiment incroyable. Peut-être que c'est peut-être pas pour toi, ou tu dis simplement je mettrai un filtre de diffusion. D'ailleurs, j'en ai des filtres de diffusion suivant ce que je veux faire. Et dire voilà, moi comme ça, je préfère comme ça, c'est plus doux, tout ça. Ou au contraire, imagine que tu veux absolument une netteté incroyable, un piqué incroyable, et que justement l'objectif ne permet pas de l'avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est un objectif fixe, il n'y a pas de solution si tu veux. Donc c'est important
sur cet appareil, plus que sur beaucoup, de parler de la qualité optique. Ça me semble indispensable. Après, tout le reste, eh ben, c'est partie intégrante de la photographie avec n'importe quel appareil. Le moment, le ceci, le cela, le manque de perfection qui fait la photo unique, ou au contraire la super perfection, peu importe. Voilà. Mais là, je pense que l'analyse technique est vraiment indispensable. Alors, euh, beaucoup de gens, en fait, ne se rendent pas compte de cette qualité par la manière d'utiliser un appareil photo. Quand je parlais du Leica Q avant, énormément de gens qui utilisent le Leica Q3 ou Q2 ne sont pas conscients du manque de qualité de l'optique. Pourquoi ils n'en sont pas conscients? Parce qu'en fait, ils utilisent un diaphragme assez ouvert avec une profondeur de champ assez courte, donc le sujet est au centre, il est net, il est même plutôt bien net, et sur les bords, eh bien, ces bords tombent dans le flou. Donc ils ne sauront jamais que les bords, en fait, n'étaient vraiment pas terribles, voire carrément médiocres. Et est-ce que c'est un problème? Ben non, pour le type de photos qu'ils font, ce n'est pas un problème. Mais tu as besoin d'avoir cette information avant d'acheter l'appareil. Parce que si au lieu de faire ce genre de photos, ce que tu veux faire, c'est de la photo de rue, en fermant le diaphragme peut-être une certaine quantité, ou pas trop justement, mais avec un plan qui est parallèle à ton capteur, il faut que ça soit net de bord à bord, eh bien ça, il faut que tu saches si ça va le faire ou pas. Et beaucoup de gens oublient ça. Ils se font aveugler par des termes marketing plutôt que des termes techniques. Et quant à l'information technique, c'est ce qui va te permettre de décider si cet appareil correspond à tes besoins et comment ça va se coupler à ta manière de faire des photos. Il y a des appareils qui sont d'une qualité extrêmement basse et les gens font des photos extraordinaires parce que justement, ils savent exploiter ce manque de qualité, disons, comme un atout. Et un autre, c'est à l'envers. Ils ont une qualité optique incroyable, mais justement, c'est pas ce qui correspond au genre de photos qu'ils aimeraient faire. Donc, je pense que c'était important de parler de tout ça. D'ailleurs, par exemple, il y a très peu de gens, il y a Lloyd Chamber qui a parlé des problèmes de distorsion du Leica Q3, qui est très importante, la distorsion. Et si tu veux faire de l'architecture ou du paysage, ça peut être un problème, par exemple. Et ça, c'est dommage que ces gens ne le sachent pas et ils pensent simplement ce que s'appelle Leica, c'est mieux. Alors, attention, hein, après, il y a plein d'avantages à Leica, mais ça, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est une vidéo presque en état d'urgence pour communiquer la qualité optique de cet appareil, puisque beaucoup de gens ont besoin de cette information pour faire leur choix. Voilà. Ok, ben voilà, moi je peux te dire que l'important c'est quand même faire des photos plus que d'analyser l'appareil photo, mais je pense que c'est une information dont on a besoin pour prendre les meilleures décisions en fonction du genre de photos qu'on fait. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mais avant je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme et ce sont des photographes diplômés, des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof, une réunion virtuelle qui va dire ce qui va, ce qui ne va pas, te conseiller et tout ça. Alors, ils ont 6 formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Mais évidemment, le mieux, c'est de parler avec eux, tu les appelles, l'appel est gratuit, et tu leur expliques un petit peu quel est ton but. Eux, ils vont dire, ben voilà, pour ce que tu veux faire, le mieux, c'est cette formation ou celle-là. Alors, les formations prennent entre 8 et 12 mois, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais voilà, quand on parle avec eux, ils vont t'expliquer tout. Alors les tarifs, ils te diront aussi. Mais je peux déjà te dire comment tu peux financer ça. Alors, il y a plusieurs manières. Une manière toute simple, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors, c'est un terme qui fait très élégant, mais je te traduis, hein, c'est-à-dire de ta poche, tu as l'argent, tu payes, voilà, c'est aussi simple que ça. Autre option, si tu es en France, tu es peut-être un demandeur d'emploi, tu peux parler avec France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, ça fait longtemps déjà. Et là, tu parles avec ton conseiller, t'expliques un petit peu ton idée, la formation que tu aimerais faire, et il t'expliquera ce qu'il faut faire pour t'inscrire sur une formation de Arvia. Et autre chose importante, peut-être que tu veux profiter de tes années de travail, parce que chaque année de travail en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, s'appelle le CPF, compte personnel de formation, et tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Une, d'abord, si tu veux te former une fois à la retraite, inscris-toi surtout avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir.
Autre point, la loi sur le CPF a changé depuis bien longtemps, mais elle n'était toujours pas appliquée. Et apparemment, là, courant mars, courant avril, vers là, elle va être appliquée. Et sauf les demandeurs d'emploi, tous les autres, que ce soit de la photo ou n'importe quelle formation, devront payer 10% de leur poche. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi au plus vite, puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais comme j'ai dit au départ, le mieux, c'est que tu les appelles. N'oublie pas de dire que c'est de ma part si tu t'inscris, car tu reçois un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photo, en appui pédagogique. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, si tu achètes chez eux, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté. C'est complètement compatible, la case code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.